Présence. Donc, mon nom est Marjolaine Veilleux. Je suis la directrice du projet Transition réussie vers les études supérieures, un défi interordre. Et c'est nous qui organisons la conférence en collaboration avec l'ORES qui est ici aussi. Tout d'abord, bienvenue au Québec. Monsieur Michael Declercq qui est avec nous et Madame Laurie Schreiner. Merci de venir partager vos connaissances. On est chanceux. Le sujet de notre conférence, dans le fond, c'est les transitions au cœur de nos préoccupations. Je pense que c'est un sujet pas pire d'actualité, considérant qu'on est tous sur le bord d'une rentrée. Beaucoup de personnes parmi vous vont accueillir des étudiants qui vont vivre des transitions. Donc, merci d'être là avec nous pour venir réfléchir avec nous à comment bien accompagner ces transitions-là. Donc, en regardant les statistiques, j'ai vu qu'on avait un public qui est assez hétéroclite. Donc, j'étais contente de voir qu'on a des gens là à distance et en présence qui viennent du milieu secondaire, du milieu collégial, du milieu universitaire. Puis, on a des personnes enseignantes, des personnes professionnelles, des gestionnaires, des chercheurs. Donc, c'est le fun. On voit que dans le fond, le sujet intéresse plusieurs personnes, mais ça touche plusieurs personnes aussi. Donc, merci de prendre le temps de réfléchir à tout ça avec nous. Cette conférence, pour nous, elle amorce 2 journées de travail de la communauté de projet Transition réussie. Donc, je me permets 2 mots sur ce projet, qui est un projet mené par l'Université du Québec dans le cadre du plan d'action pour la réussite en enseignement du supérieur. On a 6 projets de recherche qui se déploient sur le territoire, qui visent à mettre à l'essai des mesures de soutien aux transitions, afin de voir qu'est-ce qui fonctionne bien. Puis notre objectif, c'est de faire un modèle de soutien aux transitions qu'on va livrer au printemps 2025. Ça vous va? Donc, je laisserai ma collègue Julie Coursier, qui est agente de recherche, qui va nous présenter brièvement là, nos 2 conférenciers. Bienvenue à tout le monde. Thanks again, Laurie, for being here. Merci, Michael, d'avoir fait ce long voyage. Donc, rapidement, vous avez peut-être ou pas lu les petites bios qui étaient ajoutées sur le site Internet de l'ORES dans la présentation de cette rencontre. Donc, Madame Schreiner, qui nous arrive de l'Université Azusa Pacific en Californie du Sud, aux États-Unis. Madame Schreiner, bien connue là, dans le monde de la recherche aux États-Unis, elle est lauréate de plusieurs récompenses pour ses travaux de recherche et d'enseignement. Ses projets abordent notamment, mais pas uniquement, la réussite et le développement du plein potentiel étudiant, la conseillance pédagogique, l'approche centrée sur les forces, bonjour, la rétention étudiante et les stratégies d'enseignement efficaces. Ce qui est vraiment impressionnant, à mon humble avis, des travaux de Madame Schreiner est qu'elle a collaboré avec plus de 270 universités aux États-Unis, au Canada et en Australie pour aller recenser plus de 150 000 personnes étudiantes. Et ces travaux-là ont mené à plus de 40 publications. Alors moi, wow! Très impressionnée, dont Thriving in Transitions, qui est un bouquin publié en 2020 qui est largement apprécié par au sein de nos différents comités scientifiques. Et puis, d'autres outils là, qui ont été créés. Alors, merci de votre présence. Thank you so much for being here today. Dans le cas de Michael Declercq, Monsieur Declercq arrive de Belgique et collabore également avec différentes universités et organismes de recherche en enseignement supérieur en Suisse et en Belgique. Monsieur Declercq a notamment fait des travaux sur le rôle des pratiques d'enseignement et sur le processus des personnes étudiantes en première année dans l'enseignement supérieur, l'analyse des pratiques d'activation pédagogique à l'université, l'évaluation des effets des dispositifs d'accompagnement à la réussite et le rôle des profils des personnes étudiantes dans le processus d'adaptation à l'enseignement supérieur. Nos communautés sont très excitées de l'entendre davantage sur le modèle qu'il a réussi à développer, puisque nous souhaitons faire un modèle d'accompagnement au soutien et tout ça. Alors, bonne conférence. Merci à tout le monde d'être là. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis honorée d'être ici aujourd'hui pour présenter mes recherches. Je ne parle pas français. So, merci pour votre patience. So, thank you very much. In the work that I've been doing on thriving over the years, we've been validating and developing. L'épanouissement, on a développé un modèle, mais je vais commencer en vous demandant de penser à votre propre expérience comme étudiant. Qu'est-ce que ça représentait pour vous? Comment vous le saviez si vous réussissiez ou pas?
Pensez-y un instant. Peut-être que comment pourriez-vous finir cette phrase? J'ai réussi à cause de ou parce que. Pensez-y. À quoi attribuez-vous votre succès? Ce que vous allez trouver, vous pensez à votre expérience, ça reflète ce qu'on peut appeler la théorie implicite de son succès. C'est-à-dire que ça représente vos croyances, les raisons pour lesquelles ils croient et ils réussissent, ils échouent, qu'est-ce qu'on doit faire. Et cette théorie implicite du succès modèle un peu la façon dont vous voyez vos étudiants. Le paradigme qui domine, surtout dans l'éducation supérieure aux États-Unis ou dans le monde, en fait, c'est un paradigme où on commence avec l'étudiant, ce qui l'amène à l'université, ses caractéristiques, ses expériences avant d'arriver à l'université. Et ensuite, on s'attend à ce qu'il se comporte de telle façon, ait des habitudes d'études, passe du temps, des efforts dans des activités. Et s'ils font tout cela, ils vont réussir. Monsieur Van Simon, en Californie du Sud, parle de ce paradigme comme étant l'étudiant qui est l'auteur de son succès. C'est très individuel, individualisé. C'est l'étudiant. Mais si on y pense, il y a un problème fondamental et je pense que vos équipes l'ont identifié, ce sont les barrières systémiques à la réussite. On n'en tient pas compte. On met toutes les responsabilités sur l'étudiant. Alors, il y a des choses pour lesquelles ils sont pas prêts à faire au collège ou à l'université. On ne tient pas compte de notre rôle, le rôle qu'on joue pour créer cet environnement où ils peuvent réussir leur apprentissage. Ce qui m'a intéressé, je suis psychologue de formation, ce qui m'a intéressé, c'est ce qui se passe derrière ces comportements. Est-ce qu'il y a des attitudes? Est-ce qu'il y a des motivations qui incitent les étudiants à participer à ces comportements ou pas? Mais on n'a jamais mesuré cela. On ne mesurait que les comportements, de sorte que je voulais voir qu'est-ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passait dans l'esprit, dans la tête des étudiants, sur le plan psychologique aussi, pour qu'ils puissent adopter ces comportements. Et j'ai été intéressée à plus que juste survivre, mais juste répondre au seuil pour avoir son diplôme. Non, c'était pas suffisant pour moi. J'ai enseigné pendant 40 ans. Alors moi, j'aime bien dire que les étudiants participent au processus d'apprentissage. Je voulais en connaître davantage. Je vais vous dire quelques mots aujourd'hui sur notre recherche. Qu'est-ce que c'est s'épanouir? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça prend? Quelles sont les voies prédictives de cet épanouissement qui peuvent être utiles dans votre propre recherche? L'épanouissement, on s'est dit que c'est cette énergie, cette participation, pour en tirer au maximum de cette expérience à l'université, sur le plan académique et intellectuel, une participation universitaire académique, mais aussi interpersonnelle, psychologique et émotionnelle. Quand on a commencé à l'étudier, on a utilisé un processus inductif et déductif. Sur le plan inductif, on a demandé aux professeurs, aux étudiants, de nommer des étudiants qui, selon eux, tirent le maximum de leur expérience à l'université, sans définir. On a interrogé ces étudiants dans 9 différentes institutions, établissements d'enseignement, et un thème s'est dégagé de ces entrevues. Dans le processus déductif, c'était dans les documents. On savait qu'il y a des choses qui étaient de façon empirique liées au succès des étudiants. On voulait s'assurer de mesurer ces choses qu'on savait être importantes. Les instruments que nous avons conçus alors, c'est l'intersection de ces thèmes qu'on a entendus des étudiants eux-mêmes et ce que la documentation dégageait. On a dégagé 198 éléments. On est allé dans 6 universités, établissements d'enseignement. Les étudiants ont complété ces 198 éléments et on a fait des groupes de discussion. On leur a demandé comment
qu'est-ce que vous pensez que cet élément, qu'est-ce que ça veut dire? Et ils nous ont donné des bons commentaires, comment on pouvait définir ces éléments pour mieux les adapter à l'expérience des étudiants. Donc, à partir de là, nous avons fait une analyse de facteurs de façon exploratoire 1 an plus tard, et ça nous a mené à 5 échelles. Plus tard, 1 an plus tard, on a recueilli des données de 28 universités et on a fait une analyse de facteurs pour confirmer. Donc, on a commencé avec 198 éléments et on a terminé avec 24. Bon, alors, dans cette analyse de facteurs, en posant quelques questions clés, ça nous a permis de dégager l'essence pour voir qui étaient les étudiants qui en tiraient le maximum et qui prédisaient aussi leur succès à l'université. C'est un instrument qui est fiable. Vous voyez un coefficient ici de 0,89 et ça montrait que c'était très bon pour les étudiants de ces 28 universités retenues. Voici les 5 éléments. Les 5 éléments, les 5 échelles maintenant que compose l'instrument. Vous allez voir un instant pourquoi j'utilise cette fleur. Ça nous permet de comprendre que l'épanouissement, c'est comme une fleur, c'est le résultat, la fleur qui éclot, mais aussi ça soutient les étudiants. Les 5 s'appellent l'apprentissage participatif, c'est-à-dire qu'ils mettent en pratique ce qu'ils apprennent. Ils approfondissent ce qu'ils apprennent, ils essaient de trouver des façons à l'appliquer à leur vie, donc ils y participent. L'autre élément, c'est quand ils investissent temps et effort pour atteindre des objectifs éducatifs significatifs, mais comment appliquer leurs forces quand ils ont des défis dans leur travail. Ils savent qu'ils ont des atouts, des forces qu'ils peuvent utiliser pour surmonter ces défis. Le volet interpersonnel est mesuré par la citoyenneté diverse et des différences dans les valeurs et aussi vouloir faire une différence dans le monde, surtout au sein de leur propre communauté. Maintenant, le côté relationnel, la connexion avec d'autres, c'est le soutien par d'autres, être près des amis. Et l'autre élément, c'est la perspective positive, c'est-à-dire un optimisme réaliste. Si j'utilise la bonne stratégie, si j'y mets tout l'effort nécessaire, les choses vont bien réussir pour moi. Alors voilà ce dont il s'agit. Ce que ça veut dire que s'épanouir, tout au sujet de l'épanouissement est malléable. Ce que ça veut dire qu'on ne parle pas de personnalité, on parle de choses qu'il est possible de changer au sein de l'étudiant. Des interventions vont changer les choses. Et pensez-y, qu'est-ce que vous mesurez? Il faut que ce soit quelque chose sur lequel on peut agir, qu'on peut influencer par les interventions et les conceptions qu'on fait. Donc, le parcours pour s'épanouir, qu'est-ce que ça prend? Quand il y a un sentiment de signification, de but dans la vie, je vais vous donner les détails plus tard, quand ils participent, font des activités, des événements sur le campus et leur sentiment de communauté, le sentiment d'appartenance à l'université. Le sol voilé, c'est enraciné, c'est là où l'institution livre ce qu'elle dit, c'est-à-dire l'intégrité institutionnelle. Il s'agit du fait que mes attentes sont respectées, l'établissement est bien décrite pendant mon admission, mes expériences correspondent à ce que je m'attendais. Et c'est là où entrent en jeu les professeurs, leur interaction avec les étudiants, leur stratégie pédagogique ainsi que les perspectives multiples qu'ils peuvent apporter au sein d'une classe. L'important, en fait, sur la recherche, c'est qu'on passe de l'étudiant seul à l'institution.
Donc, le fardeau, maintenant, la responsabilité première est entre nos mains parce que nous, on a admis l'étudiant. Le processus d'admission, d'intégration nous dit que oui, on croit que tu peux réussir. C'est le message qu'on donne aux étudiants quand on les admet à l'université. Alors là, c'est de notre ressort, de notre responsabilité de voir est-ce qu'on crée un bon environnement pour l'étudiant pour qu'il puisse réussir et aussi s'épanouir avec nous. On a commencé avec cette définition de l'épanouissement. Je vais vous montrer comment on a élaboré ce modèle. Ensuite, on s'est dit, ah oui, mais les caractéristiques à l'entrée, qu'est-ce que les étudiants amènent? S'ils sont noirs, autochtones, personnes de couleur, hommes ou femmes, quelles étaient leurs notes avant d'arriver à l'université, quel diplôme ils visent, est-ce que c'est l'université leur premier choix? Est-ce que c'est un étudiant de première génération? Quel est le salaire? Bon, outre pour pouvoir contrôler tout ça, on peut dire, compte tenu de toutes ces caractéristiques, qu'est-ce qui fait la différence? On était curieux. On voulait savoir, est-ce que c'était des facteurs prédictifs de leur épanouissement? On a ajouté des éléments sur le campus. Est-ce qu'ils vivent sur le campus? Est-ce qu'ils travaillent pendant qu'ils étudient? Est-ce qu'il y en a qui ont un soutien de leur famille? Soutien émotionnel aussi. Est-ce qu'ils ont des problèmes financiers, des difficultés à payer pour leurs frais universitaires? Ça faisait toute partie du modèle. On a intégré ensuite les expériences qui, selon nous, feraient une différence, comme je l'ai dit précédemment. Ils pensaient, ils étaient certains de leur diplôme, leur côté spirituel, leur participation au sein du campus, leur relation avec les professeurs, leur perception de l'établissement et leur sentiment d'appartenance ou leur sentiment de communauté. Alors, tout cela a été intégré dans un modèle structurel. Et voici ce que ça a l'air. Ça, c'est pour ceux qui aiment le côté quantitatif dans la salle. Je passe rapidement habituellement, mais ça correspond bien pour ceux qui recherchent les données qu'on recueille. Voici la version simplifiée. Toutes les expériences qu'on a mis en hypothèse comme ça ont été qui influencent l'épanouissement avaient un effet direct ou indirect. Les grosses flèches, c'est un effet direct. Quand l'étudiant a un fort sentiment d'appartenance, il va s'épanouir. Et les flèches bleues, c'est indirect. La participation au campus, ça aide simplement si l'étudiant se sent à la bonne place. Alors, il y a aussi la participation avec les professionnels. Vous voyez, l'intégrité institutionnelle, ça crée ce sens de communauté sur le campus. Et le revenu familial, le soutien familial, difficultés financières, c'était pas important. Ça pesait pas trop dans l'équation. Alors, quand on parle d'étudiants avec un revenu faible, on pense qu'ils sont dépassés, c'est un défi. Et pour moi, c'est la bonne nouvelle. C'est parce que quand on crée le bon environnement sur le campus, ces barrières, normalement qu'on voit comme étant insurmontables, ne les empêchent pas de s'épanouir, n'est-ce pas? En pensant à cela, voici le parcours direct. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, la spiritualité, c'est pas le côté religieux, non, non. La spiritualité, c'est le sentiment de but, de signification. On peut dire, ah, c'est un parcours vers l'épanouissement. Et on l'oublie souvent parce que l'éducation supérieure veut se séparer toujours du monde religieux, des traditions religieuses, spirituelles. Mais par contre, si on réalise que plus on peut discuter avec les étudiants de leur but, de leur signification dans la vie, d'en parler au moment de l'orientation, s'il peut y avoir des lieux isolés sur le campus où on peut avoir des pratiques de contemplation qui permet la pleine conscience, ça peut favoriser ce parcours. Les professeurs sont
un élément très important pour l'épanouissement. Il ne faut pas ignorer le rôle des professeurs. Beaucoup de recherches ont mis l'accent sur la fréquence des interactions avec les professeurs. Est-ce que il y a des interactions fréquentes? On sait que la fréquence, non, ne prédit pas la réussite. Surtout aux États-Unis, beaucoup d'étudiants de couleur autochtones ont beaucoup de relations avec les professeurs, mais c'est pas des interactions positives. Il faut voir la qualité, quelle est la qualité ou la satisfaction de l'étudiant concernant cette interaction? Ce qu'on a retrouvé dans notre recherche, c'est qu'en fait, c'est la sensibilité du professeur par rapport à l'apport des apprenants diversifiés, c'est-à-dire les perspectives multiples que ces apprenants apportent à encourager les différentes perspectives et les discussions en classe. Ça, souvent, ça mène à des succès et à l'épanouissement. C'est une des choses les plus importantes que les universités doivent voir, c'est que le pouvoir de cette relation et la façon dont ça peut influencer l'épanouissement des étudiants. Voici comment ça fonctionne. Quand les professeurs sont sensibles aux étudiants, aux besoins des étudiants, ça mène directement à l'épanouissement. Mais ça mène directement et ça change aussi leur perception de l'université dans son ensemble. Et ils voient l'université comme étant justement qu'ils attendaient de l'université. Ils développent donc ce sentiment d'appartenance, ce qui mène à l'épanouissement. On a demandé des questions supplémentaires pendant la COVID. Est-ce que les professeurs étaient soucieux? Et on a vu que ça menait directement lié à l'intégrité de l'établissement. On l'a laissé ici dans l'équation. Quand on met tous ces effets ensemble, on voit que c'est les professeurs qui ont la plus grande contribution à l'épanouissement des étudiants et à leur expérience. Pensez avec qui on travaille, avec les professeurs, comment les aider à créer cet espace psychologique sécuritaire dans la classe où ils peuvent avoir ce sentiment d'appartenance. Alors, cela étant dit, pourquoi cette relation très puissante entre les étudiants et les professeurs, ça peut faire participer de façon active les étudiants à cette pédagogie active, inclusive. Et aussi l'accessibilité. Par exemple, comment déceler quelqu'un qui veut rester après, entendre davantage, veut savoir qui se passe dans ta vie, en pensant aux conversations qu'on a avec les étudiants, les aider à avoir un avenir peut-être qu'ils n'auraient jamais imaginé pour eux-mêmes. C'est comme ça qu'on peut être des modèles comme professeurs et pour dialoguer, faire de la recherche. Mais aussi, on sait que le concept de validation est important. Si on regarde les étudiants qui n'ont pas été bien desservis au cours de leur expérience en éducation, dites-leur qu'ils appartiennent ici. Ils méritent d'être dans cette université et on croit en leur réussite. Je pense que ça, c'est vraiment très puissant. Le sentiment d'appartenance ou de communauté contribue, en fait, c'est l'élément le plus fort qui contribue à l'épanouissement. Ça a un effet très fort et direct, c'est-à-dire le sentiment d'appartenance où l'étudiant se sent chez lui. Quelques années, j'ai demandé à une étudiante latino-américaine, je lui ai dit, est-ce que tu te sens bienvenue? Elle a dit, quand tu dis le mot bienvenue, ça veut dire que c'est chez toi et que je suis invitée. C'est ma maison aussi. Je suis chez moi aussi. Alors ça, j'ai regardé ça en tête. Je dis bienvenue juste la première journée. Après, je le dis plus. Alors, les étudiants ont ce sentiment d'appartenance. Ils ont une voix. Ils peuvent apporter quelque chose. Plus on peut convaincre l'étudiant
Voici où tu peux apporter ta contribution. Tu es tellement un atout important pour cette classe, pour l'université. Quand leurs opportunités de célébrer avec les étudiants, d'avoir des interactions positives et quand on peut travailler ensemble sur des choses qui créent cette synergie, travailler ensemble pour réaliser des objectifs qui sont importants pour nous. Quand on n'a pas ce sentiment d'appartenance, il y a des choses qui se j'utilise beaucoup de photos, des choses qu'on remarque. Souvent, si peut-être ce sont les derniers arrivés, le premier à sortir, peut-être qu'ils participent pas et nous, on fait des jugements sur leur capacité ou sur leur motivation. Alors, en fait, leur comportement nous dit: «Oh, je sens pas que j'appartiens à cet établissement». Donc, remarquez, portez attention à ces comportements. Reconnaissez les étudiants qui ont de la difficulté. Peut-être qu'ils l'interprètent comme étant: «Ah, je mérite pas d'être ici». Personne d'autre a des conflits, a des problèmes avec ses collègues. Alors, voyez, une des choses importantes qu'on propose, c'est de normaliser les difficultés, de dire à l'étudiant: «Ah, il va y avoir des difficultés. À l'université, c'est difficile, c'est supposé être difficile et ça va être tout un défi pour toi. C'est le cas pour tout le monde. Alors, plus on peut aider les étudiants, aider tout le monde. Tout le monde a besoin d'aide en mathématiques, en écriture, quelle que soit dans la matière dans laquelle ils ont des difficultés. Ce que Celsius a dit dans sa recherche, c'est que il doit y avoir un employé, un professeur où l'étudiant peut aller voir pour avoir l'information ou pour me diriger là où je peux trouver les ressources dont j'ai besoin. Ça, c'est suffisant pour démarrer un bon processus d'appartenance. Alors, l'intégrité institutionnelle, ça a un effet indirect sur l'épanouissement parce que ça influence le sens de communauté d'étudiants. C'est ce concept de perception de l'établissement et des étudiants. Est-ce que les actions des professeurs sont cohérentes par rapport à la mission de l'établissement? Quelles sont les attentes? Est-ce qu'elles sont atteintes? Alors ça mène directement au sentiment d'appartenance. Ils disent: «Ah, je suis chez moi ici». Quand on pense des étudiants en transition, la transition vers l'université, transition qu'ils font en fait constamment pendant les classes. C'est une transition constante et c'est réussi quand les étudiants ont le sentiment qu'ils peuvent le faire. Ah, c'est un défi, mais c'est une opportunité et je suis capable de gérer ça. Plus on peut leur envoyer le message: «Oui, on sait que tu es capable, on croit que tu as la capacité de réussir», mais il faut aussi leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Plus ils peuvent voir d'autres qui sont dans la même situation qu'eux, ils peuvent se voir eux comme n'étant pas seuls dans ce processus. Et quand nous, on leur dit: «Voici les stratégies qui vont être efficaces pour vous». Tout ce qu'on fait dans cette transition des étudiants doit être des messages de: «Ah, tu es capable de le faire, je vais te montrer comment le faire et tu n'es pas seul». Ce que ça fait, c'est que nous avons donc la responsabilité de l'épanouissement des étudiants en transition. C'est entre nos mains. Alors, quelle opportunité pour nous. Merci beaucoup de votre attention et je serai heureuse de prendre vos questions. Oui. Donc, une première question qui nous provient en ligne est: quels conseils pourriez-vous nous donner pour institutionnaliser le soutien aux transitions? Une question très, très vaste. Quand je pense au soutien institutionnel pour la transition, ça commence, je pense, avec la façon dont on oriente les étudiants. Quelles sont les premières expériences que les étudiants ont
sur le campus, quand ils rencontrent les orienteurs, les conseillers, quand ils démarrent leur parcours à l'université. Pensez à la façon dont on leur transmet cette stratégie, le message qu'on envoie dans ces relations avec des conseillers, c'est crucial. Je pense que là, peut-être, ça peut être une équipe multidisciplinaire, peut-être, qui peut aider les étudiants, surtout ceux qui ont davantage de limites à cause de la nature de l'université. On peut avoir aussi ceux qui travaillent du côté universitaire. Il y en a qui peuvent les aider du côté financier pour les aider avec leurs finances. Par exemple, le logement, les besoins de la vie. Bon, je dirais la relation avec le conseiller, c'est peut-être l'élément le plus important pour démarrer cette conversation quand ils entrent à l'université. Avec la COVID, on a perdu beaucoup les gens, c'est-à-dire qu'ils ont quitté le campus. Les étudiants sont partis, les professeurs également, et tous les éléments de soutien aussi. Alors, c'est difficile de ramener tout ça parce qu'il y a déjà cette idée ou ce rythme du fait que, bon, on est bien, on fait nos cours à la maison et beaucoup pensent que c'est plus facile, pensent que c'est plus facile d'étudier à distance que d'être sur place. Récemment, on a fait un sondage et les étudiants disaient: «Oui, je sais qu'être sur le campus, c'est mieux sur le plan de l'apprentissage, mais j'aime mieux être à la maison parce que c'est plus facile, de s'occuper de tout le reste». Je me demandais, est-ce que pendant vos sondages pendant la COVID, heu, avez-vous un truc, comment ramener tout le monde? Parce que le lien social est très difficile à, établir. Ce qu'on a constaté pendant la COVID, c'est que l'épanouissement des étudiants, ben, c'est beaucoup et ça remonte. Oui, oui, on constate une remontée. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça remonte et aussi, on avait des étudiés, on a comparé les étudiants en ligne par rapport à ceux qui étaient en classe. Si un apprenant est plus âgé, c'est-à-dire un adulte avec des responsabilités, les données montrent qu'ils peuvent gérer cet environnement en ligne. Et plus c'est synchrone, c'est-à-dire si on ajoute le volet synchrone, c'est que c'est pas quelque chose asynchrone, mais non. S'ils sont sur Zoom, ils voient les autres. À ce moment-là, il n'y a pas de différence. Ça ne veut pas dire qu'ils s'épanouissent plus, parce que mais c'est pas le cas pour des étudiants qui sont en âge qu'on dirait traditionnel. Peut-être qu'ils pensent que, ah oui, ça va aller aussi bien en ligne, mais les données ne le montrent pas. Si vous dites, ah, comment est-ce que on peut les convaincre? Il faut convaincre d'abord les professeurs. Moi, j'ai enseigné sur Zoom. Je déteste ça, mais je vais dire, c'est sûr que c'est plus facile. Dans le sens que, ah, OK, j'ai juste à m'habiller en haut et pas en bas. Bon, mais quand j'entre en classe, la partie enseignement sur Zoom, j'aime pas ça. Mais pas avoir à voyager et bon, toutes les difficultés sur le campus. Oui, ça, c'est le plus gros problème, c'est qu'on a difficulté à ramener le personnel et les professeurs sur le campus. Plus on peut créer des opportunités de ce côté-là. Et je pense que il faut que ça vaille la peine aussi d'être sur le campus parce que on n'est pas de retour, on n'a pas un vrai soutien. Ils ne voient pas pourquoi ils y retourneraient, n'est-ce pas? Alors, je commencerai pas avec les étudiants, mais avec le personnel et les professeurs. Créer ce sentiment de communauté. C'est très, très difficile. L'échelle de mesure que vous avez développée, est-ce qu'il y a une traduction, une version française, ou est-ce qu'il y en a une en cours? Oui, j'ai entendu dire qu'il y en a une qui est en projet pilote en ce moment. Ils l'ont fait, j'ai bien hâte de voir, d'entendre les commentaires. Deuxième question, vous avez parlé de l'épanouissement qui peut se moduler et vous avez mis en contraste la personnalité. Si vous avez-vous
Mesurer les personnalités par rapport à l'épanouissement? Ah oui, merci pour votre question. Oui, nous avons utilisé, en fait, il y a 5 grands traits de personnalité. Les extravertis, c'est un prédicteur de l'épanouissement. Ceux qui sont extravertis, c'est plus facile parce que ils vont participer davantage aux activités et à tout ce qu'offre l'université. On a découvert aussi que la stabilité émotionnelle est liée à l'épanouissement, le côté conscience, ceux qui travaillent fort. Angela Girls a travaillé aussi là-dessus. Il y a beaucoup de bons exemples, mais c'est indicatif de cette personnalité. C'est difficile de changer la personnalité d'une personne. Alors, ce sont des choses malléables. Mais si on n'intervient pas, l'épanouissement décline et recommence au printemps. Ben, c'est toujours élevé au début d'un semestre et après ça, ça baisse. À moins d'intervenir. Les interventions peuvent faire une différence, mais les interventions ne vont pas vous faire passer d'extraverti à introverti ou vice-versa. Mais ça a été utilisé pour adapter les interventions. Oui, la plupart de nos interventions sont dirigées vers les introvertis, n'est-ce pas? Dernière question. Vous avez probablement un grand échantillonnage. Avez-vous mesuré l'épanouissement avec différents sous-groupes? Vous avez parlé de parents, des étudiants qui sont parents, ceux qui ont des enjeux de santé mentale. Avez-vous fait ça? Nous avons divisé les données par race, hommes-femmes, diplômés de première génération. Et première génération, tout va bien. Quand ils ont le soutien de l'université, tout une question de ce qui se passe. Quand il y a un lien social, là, c'est beaucoup c'est plus élevé. Si c'est des athlètes, alors l'expérience académique n'est pas aussi positive. Nous venons de poser des questions en matière de santé mentale depuis 1 an seulement. Alors, il faudra attendre pour voir les résultats. Merci. Oui, c'est difficile cette question. J'aimerais bien penser que oui, mais il faudrait faire la recherche pour y répondre. Nous avons travaillé avec des établissements en Australie, nous avons recueilli des données d'étudiants canadiens qui pouvaient suivre en anglais, mais on n'a pas travaillé avec des établissements particuliers pour des interventions. Je pense qu'il y a des différences culturelles, mais quelles sont les expériences? Je pense que les mêmes opportunités académiques et aussi l'environnement qui crée cet apprentissage participatif, ça traverse toutes les barrières culturelles, selon moi. Non, nous ne sommes pas penchés sur ces étudiants autochtones de Première Nation, sauf que leur niveau d'épanouissement sont plus faibles. Donc, on n'a pas pu voir quel serait le parcours pour l'épanouissement d'étudiants autochtones particuliers. Je sais que ce serait un sujet de recherche qu'on devra faire. Merci. J'inviterais Michael Declercq à poursuivre. Bonjour à tous, bonjour à toutes. So first of all, thank you for the presentation because it's really in line with my research, and that's good news because if it was opposite, it was quite uncomfortable to present. Donc je m'appelle Michael Declercq, je suis chercheur en Belgique francophone, et ça c'est ma présentation. Et je suis aussi professeur invité au niveau de l'Université catholique de Louvain,
qui est une université en Belgique francophone. Et je suis ici aujourd'hui pour vous présenter une partie de mes recherches sur la question de la modélisation du processus de transition vers l'enseignement supérieur, qui, comme je l'ai dit juste avant, vont faire pas mal de liens avec ce qui a été présenté juste avant, ce qui est très bien, comme ça vous donnera une perspective cohérente sur les différents points. Mais peut-être juste avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet sur la modélisation que je vais vous présenter, je vais peut-être revenir un petit peu sur mon contexte. Donc, la Belgique, pour la plupart, vous savez exactement où c'est, au-dessus de la France, petit pays francophone. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'on, pas très intéressant pour aujourd'hui, mais c'est qu'on est célèbre pour, je dirais, nos French fries, qui sont Belgian fries, le chocolat, mais également la bière. Pas très intéressant pour vous, mais ce qui est très intéressant pour vous, c'est que l'Université catholique de Louvain se trouve ici, et que vous ne devez pas la confondre avec la Catholic Universiteit of Leuven, qui est l'université avec le même nom, mais dans la partie néerlandophone. Donc on a également, je dirais, une certaine complexité linguistique au niveau de notre pays, entre le français et le néerlandais. Pourquoi est-ce que je vous présente tout ça? Pour vous présenter un petit peu le cas de la Belgique par rapport à la question de réussite dans l'enseignement supérieur. Et ce cas est assez particulier parce qu'on est dans une situation où on a un nombre très important d'échecs en première année. Et ce nombre est très important et relativement stable depuis plus de 30 ans. Donc, assez stable, on va dire. Et sur ce taux de réussite, on peut dire que notre taux de réussite en fait avoisine les 40% en première année dans l'enseignement supérieur, ce qui veut dire qu'on a à peu près 60% de nos étudiants de première année qui vont échouer, et dans ces 60%, 22, 25, entre 20 et 25% des étudiants qui échouent et qui quittent complètement le système, donc qui ne reviendront pas dans l'enseignement supérieur. Ce qui veut dire qu'on est dans une situation qu'on peut caractériser de réellement problématique, parce que ça peut avoir des conséquences psychologiques évidemment pour les jeunes qui sont en échec, mais également des conséquences financières pour la famille, mais aussi de manière assez importante pour l'État, qui finance à hauteur de plus ou moins 8 000 € chaque étudiant qui rentre dans l'enseignement supérieur chaque année. Donc 8 000 € à peu près 10 000 $ canadiens, quelque chose comme ça. Oui. Pourquoi est-ce qu'on a ce taux d'échec important? Une des premières choses à savoir par rapport à notre système en Belgique, c'est qu'on est dans un système ouvert, très largement ouvert, un système d'accès très ouvert, ce qui veut dire que les coûts d'inscription à l'université sont fortement pris en charge par le gouvernement et très peu par la famille. On est à plus ou moins 800 € d'inscription, donc 1000 $. On a aussi un libre droit d'accès à l'ensemble des programmes de l'enseignement supérieur, ce qui veut dire que peu importe la formation qu'on a eue dans l'enseignement secondaire, on peut rentrer globalement dans n'importe quelle étude et n'importe quelle formation et n'importe quelle université dans l'enseignement supérieur. Et on a finalement des grandes possibilités de réorientation et d'évolution. Donc c'est-à-dire que si on rate une année, on peut recommencer une autre et puis recommencer une autre et évoluer de manière assez libre sans être directement bloqué par le système. Ce qui veut dire que le jeune est très libre de pouvoir choisir globalement n'importe quoi en termes d'études, dans n'importe quel établissement, avec des coûts qui restent modérés. D'accord ? Mais c'est pas la seule raison pour laquelle on a un taux d'échec important, et je pense qu'on peut le voir de manière plus large, parce que c'est des taux d'échec qui sont assez comparables avec ce qu'on peut trouver en France, par exemple, des taux d'échec qui sont assez comparables avec ce qu'on peut trouver en Suisse dans certains points. Ce qui est important, et je pense qu'on l'a dit dans la présentation juste avant, c'est que quand on est face à une logique de transition, une transition de contexte éducatif, la transition vers l'enseignement supérieur est une des transitions les plus complexes. Pourquoi est-ce que c'est une des transitions les plus complexes? Parce que c'est une transition éducative, où il va y avoir énormément de nouveaux challenges pour le jeune, mais c'est également une transition, je dirais plutôt développementale, à savoir que le jeune va aussi passer du statut de jeune, enfin d'adolescent à jeune adulte, où il va devoir prendre une position beaucoup plus autonome et une gestion beaucoup plus autonome, avec beaucoup de nouvelles tâches qu'il va devoir gérer en même temps qu'un contexte complètement nouveau. Ce qui veut dire que cette transition amène énormément de défis qui ne sont pas uniquement des défis du contexte, je dirais, éducatif. D'accord ? Et évidemment, dans ces défis, il y en a énormément qui sont renforcés par notre système éducatif en Belgique. Je ne vais pas rentrer énormément en détail parce que vous n'avez pas le même système, mais vu qu'on a une énorme ouverture de choix au niveau des universités et des programmes, c'est-à-dire que la construction du processus de choix va être très importante. Et vu que
n'importe quelle, je dirais, formation de l'enseignement secondaire permet de rentrer dans n'importe quelle discipline, la préparation disciplinaire va aussi être particulièrement importante. Donc tout ça pour dire que c'est un élément qui, je ne vais pas rentrer en détail ici, mais c'est un élément qui est devenu un élément important et primordial dans la logique politique actuelle, à savoir que pour le moment, le gouvernement a vraiment mis des moyens pour dire que l'échec était jugé comme beaucoup trop important et qu'il fallait mettre énormément de moyens en place pour pouvoir essayer de passer au-delà et de fournir de vraies solutions pour pouvoir améliorer la situation. L'idée, c'est, vous les avez tous ici, mais l'idée, c'est vraiment de rentrer vers une approche plus concertée de la réussite. Et je vais revenir sur ces différents points et sur les différents éléments sur lesquels on peut travailler quand on réfléchit à cette approche concertée. Et quand on essaye d'avoir une vision plus large, où on peut se dire quels sont les différents facteurs d'entrée, les différents leviers qui vont nous permettre potentiellement de pouvoir favoriser la réussite des jeunes étudiants. Et dans cette logique, et c'est ça qui va articuler toute ma présentation, on va travailler, et je vais vous présenter un modèle intégratif de la transition au contexte universitaire, au contexte académique, qui se base sur différents éléments qui permettront peut-être d'essayer de fournir une vision plus structurée de ce qui est possible de faire aux différents moments de la transition. Donc c'est ça ma modeste contribution d'aujourd'hui, c'est d'essayer de vous fournir quelque chose de plus structuré, de plus éclairant par rapport à différents moments. Donc c'est un modèle, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui se base sur les théories de transition, qui présente la transition comme un processus continu avec des étapes spécifiques, qui se base également sur toutes les théories qui viennent plus de la psychologie de l'éducation et sur les théories motivationnelles et de l'engagement, qui ont été présentées comme les théories principales quand on réfléchit au parcours étudiant habituellement, c'est le faire se motiver, le faire s'engager pour le faire réussir, et également sur toutes les recherches empiriques sur la réussite universitaire en général. Et donc, à quoi ressemble ce modèle? Vous l'avez ici, il est un petit peu petit, mais c'est pas grave parce qu'on va revenir en détail dans les différents points. L'idée générale que vous devez considérer par rapport à ce modèle, et je profite de cette slide pour vous dire que systématiquement, je vous mets un petit encart en dessous avec des références qui vous permettent d'aller plus loin. Et ils auront les slides par la suite, parce que sinon c'est très compliqué, vous allez devoir prendre beaucoup de photos. Mais donc, c'est un modèle qui fonctionne comment? C'est un modèle qui fonctionne en 4 étapes principales, basées sur les étapes habituelles de la transition, d'après les modèles des cycles de transition. Et sur chacune de ces étapes, la distinction de différentes tâches et différents pièges à éviter afin de pouvoir avancer dans le processus de transition. Donc voilà, c'est plus ou moins ce que j'aimerais bien vous présenter. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous convenir ici en termes de processus? Très bien. Alors on va commencer par la préparation, et puis ensuite, ce sera la rencontre, puis ensuite l'adaptation, et puis ensuite la stabilisation, vu qu'il y a 4 étapes. D'accord? La préparation, qu'est-ce que nous dit la préparation? L'étape de préparation. L'étape de préparation nous dirait qu'il y a 3 grandes tâches à essayer d'atteindre pour pouvoir rentrer dans l'enseignement supérieur. L'étape de préparation, je précise que c'est vraiment toute la phase avant la confrontation avec le système, donc tout l'avant rentrer dans l'enseignement supérieur. Et dans ces 3 grandes tâches, les 3 grandes tâches se nomment atteindre un état de préparation suffisant, qui est assez évident, mais qu'on va développer. Développer une motivation positive, qui me semble aussi assez évident, mais qu'on va développer. Et finalement, développer des attentes claires et réalistes. Et donc, par rapport à l'état de préparation suffisant, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière? D'après la littérature et d'après le modèle, l'idée, c'est, en termes de tâches, le point d'attention qu'on doit pouvoir mettre dès le départ, c'est de pouvoir se dire, en termes de compétences disciplinaires, donc en termes de formation et de HS grade, si on veut utiliser les termes anglophones, de voir à quelle mesure l'étudiant est prêt par rapport aux différents prérequis qui vont constituer son programme d'études. Dans la littérature, on considère, qu'elle soit en Europe ou qu'elle soit aux États-Unis, on considère que c'est souvent un des prédicteurs les plus importants de la réussite de l'étudiant sur long terme. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en termes de préparation, on ne va pas simplement se concentrer sur ses compétences disciplinaires, il y a tout ce qu'on considère comme étant les compétences académiques. Donc, ce qui est la capacité à gérer son étude et gérer sa méthode de travail. D'accord ? Ce que nous montrent les recherches généralement par rapport à cet élément-là, c'est que
c'est un effet qui est globalement positif. Quand on a une capacité métacognitive à réfléchir sur ces différentes stratégies d'études et à les mobiliser, ça a un effet positif sur la réussite. Mais ça a aussi un effet changeant en fonction des contextes, parce qu'en fonction des contextes et des politiques d'évaluation, en fait, une stratégie plutôt qu'une autre va être efficace ou non efficace. D'accord. Je rentre pas plus en détail là-dedans. Je pense que ce qui est important, c'est peut-être d'aller vers les autres éléments qui sont plus pertinents. Encore, la question d'être positivement motivé, donc c'est le fait de développer un vrai engagement, une vraie motivation pour l'entrée dans l'enseignement supérieur. Ici, on parle de motivation, c'est un protecteur des facteurs d'abandon et ça favorise la réussite. Mais ce qui va être intéressant derrière cette question de motivation, et principalement important d'après la littérature, c'est la question de sentiment d'efficacité personnelle. Donc, can I do it? L'idée, c'est vraiment de la croyance dans ses capacités à réussir, qui va être déterminée d'après la littérature comme étant le déterminant psychosocial le plus important de la réussite, donc le déterminant qui passe juste après les performances passées et la formation en termes de prérequis. Donc cette croyance de ses capacités à réussir, ça va être un déterminant qui va être important. Ce qui est important de proposer par rapport à ça et de préciser, c'est que c'est pas une relation linéaire. Ce n'est pas au plus on a confiance en soi, au mieux on réussit. L'idée, c'est qu'il y a une relation plus curvilinéaire où on peut avoir beaucoup de difficultés quand on est sur, je dirais, une confiance en soi qui est assez faible, mais on peut aussi avoir des difficultés quand la confiance en soi est particulièrement forte par rapport à une vision d'un contexte qui est un peu irréaliste. Donc il y a cette logique de juste confiance en soi, même si les recherches montrent que on a tendance à mieux réussir quand on se surestime légèrement. Une légère surestimation, c'est très bien. Vaut mieux surestimer que sous-estimer, c'est bien, mais pas trop. D'accord. La dernière chose, c'est le développement des attentes claires et réalistes. Donc ici le rapport est avec la question du processus de choix et comment est-ce qu'on fait pour s'impliquer dans son processus de choix et choisir ses études. Ici, il y a beaucoup d'études faites dans notre système parce qu'on c'est un système ouvert, comme je vous l'ai dit. Mais ce qui va être vraiment important dans ces différents points, c'est vraiment la question de certitude de choix. À quel point je suis persuadé que ce choix est fait pour moi. Mais ce qui va être particulièrement nécessaire également, c'est cette logique de compréhension claire de l'environnement, qu'elle soit large et détaillée. Quand on dit une compréhension claire de l'environnement large, c'est de se dire pourquoi est-ce que je fais ces études et à quoi ça va me mener plus tard. Donc comment est-ce que je peux vraiment planifier mon parcours de manière assez détaillée. D'accord ? Mais ce que nous montrent surtout les recherches, c'est que pour la première année et pour cette transition, donc l'effet chaud de la transition, c'est l'exploration de l'environnement en détail qui va aussi être important. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement que de commencer des études en sciences à l'Université du Québec? Je ne sais pas si c'est possible. C'est possible de faire ça? Ça me paraît possible. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Donc, c'est dans quel amphithéâtre je vais me retrouver? Quels vont être les différents cours? Comment est-ce que se passe le climat de classe? Donc, au plus le jeune va être, je dirais, au clair et être vraiment, je dirais, avoir une vision concrète et claire et précise de ce que va être son nouvel environnement concret au quotidien, ou plus il va éviter ce que Jennert appelle le transition shock of student life. Donc l'idée est de vraiment avoir un vrai choc entre sa préconception en disant oui, bon, j'ai été en sciences parce que plus tard je veux faire tel ou tel métier. Mais je m'attendais tellement pas du tout à ce que ce soit ça, l'université au quotidien. Donc c'est quelque chose qu'on a souvent oublié et qui est important de pouvoir considérer. D'accord. Donc on a ces trois éléments qui reviennent du processus. Ici je vais pas revenir là-dessus, mais on est en train de travailler et à partir de septembre, il y aura tout un nouvel outil en Belgique francophone, mais vu que c'est en ligne, vous pouvez aller voir, qui permet justement de travailler sur ces différents éléments. Les questions du choix, la question d'être positivement motivé et la question de la préparation, qui permet vraiment, avec des tests validés, de pouvoir aller plus loin dans cette question. Et ce qui est intéressant à dire par rapport à ça, c'est que si on essaie d'avoir une vision un peu quantitativiste, la littérature tend à dire que ces différents éléments pourraient prédire environ 20 à 30% de la réussite de l'étudiant en fin de première année, dans des systèmes comme la nôtre. Néanmoins, 20 à 30%, c'est important, mais c'est déterminant, mais c'est pas absolu. Ce qui veut dire que il y a beaucoup à faire au niveau de la préparation,
mais il y a encore énormément qui peut être fait par la suite. Et ce qu'on a montré dans une étude, c'est que quand on prend ces différents éléments, donc l'état de préparation, la motivation positive et les attentes claires et réalistes, et qu'on essaye de les combiner chez des étudiants pour voir à quel point ces étudiants présentent des forces ou des faiblesses par rapport à ces différents éléments-là. Ce qui est intéressant de voir, c'est que on arrive à trouver une grande diversité d'étudiants au départ, avec des étudiants particulièrement à risque et des étudiants beaucoup moins à risque par rapport à ces différents éléments-là. Donc c'est une façon d'appliquer ces différents points, c'est de se dire à quel point est-ce que des étudiants présentent des difficultés spécifiques par rapport à certains de ces points. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans ces profils, on a un impact qui était plus ou moins à 15% dans notre étude ici. Mais même dans le profil le plus à risque, donc le profil d'un étudiant qui est particulièrement plus démotivé que la moyenne, qui a un état de préparation qui est beaucoup plus faible que la moyenne et qui a développé des attentes beaucoup plus irréalistes et pas claires du tout par rapport à l'enseignement supérieur que la moyenne, dans ce groupe-là, il y a quand même 25% des étudiants qui réussissent. Et dans le groupe le plus avantagé, donc celui qui cumule tous les avantages dès le départ, il y a encore 18% de personnes qui échouent. Donc ça montre deux choses. Ça montre que c'est pas déterminant, enfin c'est pas absolu au départ, donc on ne peut pas se limiter à ça. Et la deuxième chose, c'est que donc, tous les étudiants ont une attention particulière à avoir, mais que ces étudiants-là, potentiellement dès le départ, ne présentent pas les mêmes forces et les mêmes faiblesses, et qu'une attention spécifique en fonction de ces groupes pourrait être intéressante. Ok ? Pour la préparation, est-ce que ça va au niveau du rythme? Est-ce que je ne vous perds pas trop? Ou c'est bon? C'est ok? Oui, ça va. Très bien. Je vais passer à la rencontre. La rencontre, c'est la deuxième phase du modèle. La rencontre, c'est une phase qui est souvent intégrée au reste, mais qui nécessite, d'après certaines études, une attention particulière. C'est quoi la phase de rencontre? C'est la première phase, entre guillemets, de rencontre avec le nouveau contexte de transition. Donc les premiers jours, les premières semaines dans l'enseignement supérieur. Et d'après plusieurs théories, les premiers jours, les premières semaines d'enseignement supérieur auraient un effet déterminant. Pourquoi? Parce qu'on revient sur ce qu'on disait tantôt, la question du transition shock of student life. L'étudiant va arriver avec une préconception, des préparations, un ensemble de visions de l'enseignement supérieur plus ou moins précis, plus ou moins clair, plus ou moins fantasmé, et il va se confronter directement à un nouvel environnement qui sera son environnement actuel. Ce qui veut dire que cette confrontation avec l'environnement, ce sera le moment où il va réajuster, entre guillemets, ses différentes conceptions, ses différentes attitudes, en disant « Ok, pendant ces premières semaines, je regarde, c'est ça mon nouveau concept, mon nouveau contexte, c'est ça le monde universitaire ou le monde de l'enseignement supérieur auquel je vais devoir me confronter pendant plusieurs années. » Et donc, dans plusieurs recherches, il y aurait cette logique de pouvoir initier un effet boule de neige, parce que, pendant ces premières semaines, parce qu'en agissant au début, quand l'étudiant est malléable sur ses conceptions et ses attitudes, et en orientant bien les curseurs, on pourrait le mettre dans une vision assez positive qui permettrait de le lancer dans des cercles vertueux et éviter des cercles vicieux. D'accord ? Quelque chose qu'on fait très mal dans le système belge, mais je ne vais pas revenir là-dessus, mais on reviendra peut-être là-dessus si vous avez une question, mais on fait très mal. Et donc on a testé ça, et donc je vous donne un exemple, c'est une petite étude comme ça qui est, je dirais, qui est modeste, mais ça a été posé par plein d'autres études dans d'autres contextes. Mais donc on a fait un test avec une intervention brève, ce qui veut dire qu'on a essayé de travailler sur la notion d'intégration sociale. Donc l'idée c'était d'essayer de travailler chez les étudiants dès les premiers jours, donc la première semaine, donc les premiers jours, sur une réduction de leur appréhension sociale, du fait qu'ils vont potentiellement pas pouvoir développer un bon réseau social, pouvoir se connecter aux autres étudiants et pouvoir se faire des amis généralement. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a divisé un auditoire de 600 étudiants aléatoirement entre deux conditions. Les étudiants qui finalement n'allaient pas avoir d'intervention, et les étudiants qui allaient lire des témoignages et réagir à ces témoignages. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces témoignages ? Des discours des étudiants plus âgés qui expliquaient que pendant que l'intégration sociale au début de leur parcours, ça leur faisait vraiment peur et que ça les inquiétait, mais qu'en fait ils se sont très vite tous très bien intégrés et que finalement tout s'est très bien passé. D'accord ?
sont des faux témoignages. Parce qu'il fallait qu'on ait un message clair qui aille dans une bonne direction. Donc c'était tous des faux témoignages, bon, qui partaient de quand même plus ou moins la vérité. Mais, et on a demandé aux étudiants de lire ces témoignages et de réagir à voix haute pour pouvoir nous exprimer au reste du groupe comment est-ce qu'ils se positionnaient par rapport à ça. Et globalement, le message de la majorité des étudiants, c'est que ça les avait beaucoup rassurés, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, eux aussi, ça leur faisait peur de s'intégrer socialement et que finalement, tout se passe bien. D'accord ? Ce qui est intéressant de savoir, c'est que au niveau de cette intervention, le premier effet qui était attendu, c'est que directement, ça a diminué leur appréhension sociale. Donc, ils avaient moins peur de s'intégrer par rapport aux autres étudiants. Et donc, ils avaient moins peur dans ceux qui ont lu les témoignages par rapport à ceux qui n'ont pas lu les témoignages. Donc, c'était bien, c'est-à-dire que nos faux témoignages ont été convaincants. Oui. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'un mois plus tard, ces étudiants sont réellement mieux intégrés. Quand on leur demande à quel point ils se sont fait des amis, à quel point ils ont développé un réseau social, leur réseau social est plus étoffé, ils se sont fait plus d'amis que les étudiants qui n'avaient pas lu les témoignages au départ, répartis de manière aléatoire. Et ces étudiants ont plus l'intention de persévérer, donc plus envie de rester dans le système. 2 mois plus tard, quand on les confronte aux premières sessions d'évaluation, ce qu'on voit, c'est que ces étudiants auront davantage recours aux autres pour l'étude. Donc ils utilisent leur réseau social pour s'engager, pour essayer de s'entraider dans l'étude et dans les évaluations. Juste pour vous dire que on voit ici une initiation d'un cercle vertueux qui semble fonctionner dès le départ avec une intervention qu'on appelle une intervention brève. Donc on a fait ça pendant une demi-heure. D'accord ? Et donc, ça tend à aller vers... Et honnêtement, je n'étais pas du tout convaincu au départ. Je l'avais fait pour réfuter la théorie, puis je fais, ça marche. Mais... tant mieux. Mais, qu'est-ce que je vais dire ? Je sais plus. Ah oui, mais donc, tout ça pour dire qu'il semblerait effectivement que pendant cette période, ce soit vraiment intéressant de soigner le message et de soigner l'accueil. Donc ça semble vraiment être une période importante. Et comme je dis, c'est pas juste cette étude-là. C'est lié avec beaucoup d'autres études, mais c'est juste cette étude-là pour la Belgique francophone, parce qu'il y a que moi qui ai fait cette analyse là-bas. Et donc, la question, c'est de se dire, ok, mais sur quoi est-ce qu'on doit être particulièrement attentif à ce moment-là, d'après les modèles ? D'après le modèle d'intégration au contexte académique, il y a 3 tâches principales. L'affirmation de soi. Donc on parlait déjà d'une motivation positive avant. Ici, la logique, c'est vraiment d'arriver à s'affirmer personnellement dans le nouveau contexte, de pouvoir stabiliser, renforcer et solidifier sa confiance en soi. C'est un des points d'attention. Pour le faire, évidemment, on peut fournir rapidement des expériences de réussite. On pourrait aussi installer évidemment un climat soutenant et éviter tout ce qui est discours alarmiste et discours démotivants. C'est dans ça qu'on est particulièrement mauvais en Belgique. On adore donner des discours extrêmement alarmistes dès le départ parce qu'on pense que ça va être une motivation pour que les étudiants s'engagent. Marche pas. Non, on le fait toujours, mais marche pas. Deuxième chose, trouver un sens. Donc la logique de se dire, est-ce que l'étudiant arrive à aligner son objectif avec son contexte et s'assurer qu'il a un espace pour pouvoir le faire. Il y a une expérience d'Ullmann qui fonctionne assez bien, qui est de proposer aux étudiants de réfléchir pendant 5 minutes sur qu'est-ce qu'ils vont trouver utile dans leur formation, et maintenant, après quelques jours, qu'est-ce qui est d'important et qu'est-ce qui est utile dans la formation et à quoi ça va leur servir par la suite. Et puis après, de faire la même chose que ce qu'on a fait avant, les faire réagir oralement. Comme ça, quand on réagit oralement, on se convainc soi-même, mais on donne aussi des idées aux autres. Ça marche très bien pour renforcer la croyance et le développement d'un vrai sens par rapport aux études et renforcer ce sentiment de développer une utilité, une importance pour les cours. Et finalement, on en a parlé encore beaucoup avant, la question de tisser des liens. Donc dès le départ, réussir à travailler sur les questions d'intégration sociale. On a vu des éléments par rapport à la notion d'accueil, il y a aussi beaucoup d'éléments par rapport à ce qui se passe réellement dans le cours, dans le climat, dans la façon dont on va permettre aux étudiants de directement interagir, se mettre en collaboration, faire des liens entre eux, mais aussi faire des liens avec les autres acteurs de l'institution. D'accord ? Donc le message ici, c'est globalement, la rencontre semble être un moment important, d'accord ? Un autre message qui vient de cette logique et qui nous vient d'une étude qu'on a réalisée, une étude longitudinale où on a suivi des étudiants pendant 1 an et demi pour voir un peu comment ils évoluaient dans leur parcours, c'était de réfléchir
à vraiment qu'est-ce que ça voulait dire que de réussir dans l'enseignement supérieur et comment ça se passait. Ce que nous disent les étudiants, c'est que c'est pas important d'avoir un élément ou un autre élément, c'est pas une question d'un ingrédient ou de tous des ingrédients au maximum pour eux. La question ici, c'est que c'est une logique de parcours progressif qui nécessite un équilibre délicat. Et c'est ce qui résume le mieux, et ça c'est une partie d'un des discours des étudiants. Et qu'est-ce qu'ils mettent derrière cette logique de parcours progressif qui nécessite un équilibre délicat? C'est que ça commence à la rencontre, c'était déjà un peu travaillant en préparation, mais qu'en fait c'est un peu comme des montées russes ou des roller coasters. Ce qui veut dire que l'étudiant, il peut bien commencer, puis avoir un moment où il a besoin, il va être en descente, en down, et puis un up, et puis down, et puis up. Et donc l'idée c'est travailler à la rencontre, c'est important dès le début, mais c'est important de pouvoir avoir un suivi tout au long pour pouvoir travailler avec l'étudiant. Et la deuxième chose, c'est il nous parle d'un équilibre délicat. Et ça, je pense que c'est intéressant parce que on en a un peu parlé avec la notion de thriving, mais je veux le remettre sous une autre perspective. Mais l'idée, c'est que réussir, ça peut se traduire par beaucoup d'éléments. S'engager, persévérer, je dirais. Étudier, apprendre, d'accord? L'idée de l'équilibre délicat, c'est de se dire qu'il ne faut pas pousser tous les curseurs au maximum dès le début, d'accord? Et donc, on a un exemple ici d'un étudiant qui nous dit que c'est un parcours progressif et donc il faut pouvoir suivre dès le départ. Il nous dit que dès qu'ils ont loupé quelque chose, il y a une accumulation et donc en fait, si on accumule des problèmes, par la suite, ça devient complètement irrattrapable. Donc il faut pouvoir avoir ce travail constant. Mais il y a cet autre étudiant, et je vais vous faire la traduction du belge parce qu'il y a beaucoup de choses de Belgique ici qui vont pas être directement lisibles, qui nous dit en fait que qui se souvient qu'à la fin du premier semestre, quadrimestre, pendant la période d'études avant la session d'examen, c'est ça qu'on appelle un blocus en Belgique, les 3 premiers jours, donc quand il arrive à la fin de son premier semestre et qu'il va arriver aux sessions d'évaluation, les 3 premiers jours, il a dormi parce qu'il se sentait physiquement et psychologiquement plus du tout capable, alors qu'il savait très bien qu'il aurait dû travailler. Et cet étudiant, dans son parcours, c'est un étudiant qui avait poussé son engagement dans tous les cours au maximum depuis le début, en disant je vais faire le max de ce que je peux depuis le début. Et qui, en fait, si on regardait son profil d'engagement et de motivation, on aurait pu se dire qu'il avait le profil parfait. Mais cet étudiant, en ayant tellement tous ces éléments au maximum, c'est tout à fait épuisé. Et ce qui est triste ici, c'est que malgré tous ces éléments positifs, après sa session d'évaluation, il a globalement raté toutes ces évaluations et tous ces examens. Il s'est démotivé, il a abandonné et il a complètement quitté le système, alors qu'il partait avec tous les éléments positifs. Donc cette logique aussi de ne pas toujours faire tout au maximum, comme le sentiment d'efficacité personnelle, c'est pas un curseur qu'on va mettre au maximum pour tout. Voilà. Est-ce que ça va toujours pour la phase de rencontre? Ouais, ça va. La phase d'adaptation, c'est bien, ça va aller plus vite parce qu'on a vu beaucoup d'éléments dans la présentation précédente. Dans la phase d'adaptation, normalement la phase d'adaptation d'après le modèle de transition, c'est quelque chose qui pourrait être affiné. Donc c'est un conseil pour vous si jamais vous voulez affiner quelque chose. C'est que la phase d'adaptation, c'est tout ce qui va après la rencontre jusqu'à ce que l'étudiant soit globalement adapté. D'accord? Mais c'est très large, donc ça pourrait être encore subdivisé. Mais donc, dans cette phase d'adaptation, c'est important peut-être de revenir sur l'idée que quand on réfléchissait à la préparation à la rencontre, on avait des éléments déterminants, mais pas absolus. Il y a encore pas mal de choses qui peuvent être faites avec une mauvaise préparation et une mauvaise rencontre. C'est pas foutu, on peut changer le cap, quoi. Dans la littérature, on dirait qu'il y a plus ou moins 20%, au-delà de la phase de rencontre et de préparation, qui sont encore imputables à l'étudiant et sur lesquels il peut encore travailler pour pouvoir développer sa réussite. Dans ces différents éléments, je ne vais pas rentrer en détail là-dedans, mais un des éléments, c'est les 3 formes d'engagement, donc l'engagement comportemental, l'engagement métacognitif et l'engagement émotionnel. Je n'insiste pas sur ces différents éléments, peut-être juste sur la question de l'engagement émotionnel qui est peu étudiée, mais toute la logique de gestion de l'anxiété et d'avoir un contexte qui soit pas trop anxiogène, c'est quelque chose qui semble avoir des effets très importants sur les questions d'adaptation, mais qui sont encore trop peu étudiés en lien avec la question de réussite. Donc s'il y a quelque chose à développer là-dedans, c'est cet aspect-là. Mais peut-être garder ces 3 éléments-là en tête. C'est à peu près ce que je voulais dire par rapport à l'adaptation sur le côté étudiant. Vous avez vu, ça a été vite. D'accord ? Il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais je ne peux pas rentrer en détail dans tout.
Ce qui est intéressant, c'est de revenir à une perspective, c'est que quand on parle d'adaptation pendant l'année, on parle souvent de la perspective étudiante. Et on l'a entendu tantôt, on dit la responsabilité, c'est renforcer le pouvoir d'action de l'étudiant. Oui, mais renforcer son pouvoir d'action, ça veut dire que l'étudiant est le seul responsable de sa réussite. Mais on peut tout à fait tourner le paradigme dans l'autre sens et de se dire qu'une façon de renforcer la réussite, c'est aussi de réduire les obstacles à cette transition. Et donc là, ce ne serait pas l'étudiant qui est principalement responsable de sa réussite, ce serait potentiellement le contexte et les caractéristiques du contexte. Et c'est là que les deux présentations peuvent se rejoindre sur pas mal d'aspects. Et donc, dans ces caractéristiques du contexte, on a voulu tester et analyser concrètement d'un point de vue quantitatif. Vous avez vu que j'aime bien les études quantitatives, mais pas que. Quelle était la vraie importance d'un programme, enfin des caractéristiques d'un programme d'études sur la question de réussite de l'étudiant, en se disant, ok, le contexte, est-ce que ça compte de manière importante? Parce qu'on a vu, et donc on l'a fait dans nos 29 programmes d'études de notre université, au travers d'analyse multiniveau, c'est qu'en fait, il y a 15% de la réussite qui est déterminée par les caractéristiques du contexte. Donc, à quel point est-ce que l'auditoire est grand, la faculté met en place des choses pour les étudiants, il y a des opportunités d'exercice, il y a une charge de cours particulièrement importante ou plus faible, d'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire 15% de réussite? Ben, ça veut dire en fait que le taux d'échec d'un programme à l'autre, il varie de 30% en moyenne à 70% en moyenne. Ça montre que le contexte et le programme dans lequel l'étudiant va être, la question de la réussite ne se pose pas du tout avec la même ampleur et avec les mêmes difficultés. Il y a des contextes beaucoup plus propices et des contextes beaucoup moins propices à la réussite. En tout cas dans notre contexte belge. Mais en tout cas dans notre contexte belge, le contexte change et impacte particulièrement cette question de transition. Un autre point qui était très intéressant dans cette étude, c'est que les facteurs qui vont déterminer la réussite de l'étudiant ne seront pas les mêmes dans les contextes, enfin en fonction des contextes. Et donc, je vous ai mis des exemples ici, mais c'est que quelques exemples pour vous donner une idée. La logique de l'intégration sociale, on a vu que ça avait un effet qui est particulièrement fort et particulièrement significativement positif dans les études en sciences politiques. Dans les études en sciences de l'ingénieur, cet effet n'apparaît pas. D'accord ? La logique d'aller au cours, d'assister au cours, la base, aller au cours, a un effet particulièrement positif dans les études en sciences. Dans les études en droit, il n'y a pas d'effet significatif sur la réussite, ça n'apparaît pas. D'accord ? Le fait d'avoir un emploi rémunéré, un effet, donc en plus pour payer ses études, ça a un effet particulièrement négatif sur les possibilités de réussite dans la faculté de médecine. Dans la faculté de psychologie, cet effet n'apparaît pas. Donc qu'est-ce que ça nous dit ici? Il ne faut pas appliquer ça à la lettre, mais qu'est-ce que ça nous dit? Ça veut dire que le contexte dans lequel se situe la question de la réussite va être important parce qu'en fonction de ses caractéristiques, potentiellement, on va essayer de jouer sur des facteurs qui n'ont pas une si grande incidence. Vous voyez l'idée? Oui. On a été un petit peu plus loin parce que c'est intéressant de rentrer dans la logique du contexte, mais on a aussi été dans la logique des pratiques enseignantes. En se disant, si le contexte en général a un impact, les pratiques enseignantes devraient avoir également un impact, et potentiellement un impact plus important. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a été dans toutes les universités belges. Bon, il n'y en a pas 270, il n'y en a que 5. Enfin, belges francophones. Et on a fait une analyse, encore des analyses multiniveau ici, pour montrer en fait que l'environnement de cours, donc, qui implique les pratiques enseignantes mais pas que, détermine 25% de la réussite étudiante, donc la caractéristique spécifique du cours. Et là-dedans, on ne doit pas les cumuler à ce qu'on a vu par rapport au contexte, parce qu'il y a des éléments qui reviennent comme la taille d'auditoire ou les opportunités d'exercice, mais il y a des éléments plus spécifiques qui vont revenir par la suite, liés aux pratiques d'enseignants. D'abord, il y a l'attitude, et ça je peux remettre en lien avec ce qu'on a vu tantôt. C'est pas uniquement ce que fait l'enseignant, c'est aussi comment est-ce qu'il se comporte avec le jeune, d'accord? Et donc, son éloquence en cours, sa capacité à pouvoir attirer l'attention, etc., attirer l'attention, être convaincant, être passionnant dans son discours, va être important. Mais c'est significatif, mais c'est pas fort. Ce qui va être beaucoup plus important, et on en a parlé avant, c'est sa considération positive envers l'étudiant. C'est pas à quel point il interagit avec lui, c'est comment il le considère. Considération positive, et le fait qu'il puisse avoir une approche constructive de l'erreur, donc il considère que échouer ou donner des mauvaises réponses n'est pas un problème, mais une part de l'apprentissage. D'accord? Oui. Bon, c'est logique, mais c'est important que ça puisse être démontré par des chiffres. Ce qui a le plus d'importance dans ces trois facteurs, c'est les pratiques d'enseignement.
Et dans les pratiques d'enseignement, il y a deux éléments en particulier qui ressortent. C'est la provision de structure, donc la capacité d'un enseignant à donner un cours structuré où on voit pourquoi est-ce qu'on fait les choses par rapport à l'évaluation, quels sont les éléments principaux, les éléments secondaires, quel va être le parcours et le fil rouge, le fil conducteur du cours, mais également la capacité à donner du sens dans ses apprentissages, à permettre de montrer aux jeunes pourquoi est-ce qu'on fait les choses et à quoi ça sert. D'accord ? Et je ne vais pas rentrer plus en détail là-dedans, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, mais si vous voulez, on est en train de constituer un modèle des pratiques enseignantes dans l'enseignement supérieur. Donc c'est un modèle qui va vers le autre modèle, qui complète le premier modèle, qui s'appelle le Just Teach, okay, et qui pose 4 questions clés, donc qui se développe, mais qui pose 4 questions clés par rapport à la question de l'enseignement. Donc, dans quelle mesure est-ce que l'enseignement permet de favoriser l'intérêt, l'attention et l'implication des jeunes? Dans quelle mesure est-ce qu'il fournit un contexte soutenant? Dans quelle mesure il donne les différents éléments nécessaires à la compréhension de toutes et tous? Et dans quelle mesure il permet d'aller en profondeur dans la réflexion? D'accord? Vous verrez tout ça sur les slides, vous pouvez aller voir les publications qu'on a fait à ce niveau-là. Et ici, vous avez même, ce qui est totalement illisible pour le moment, mais vous le laisse pour la suite, la logique des 4 dimensions divisées en sous-dimensions, divisées en indicateurs. Donc vous pouvez aller voir sur des indicateurs précis, ah tiens, est-ce que ça c'est fait, est-ce que ça c'est fait, est-ce que ça c'est fait ou pas. D'accord? Donc je vous le laisse pour la suite. D'accord? Je vous donne aussi des éléments par rapport au renforcement de la structure et le renforcement de l'intérêt, qui étaient les 2 éléments importants. Je ne rentre pas là-dedans, sinon on va dépasser largement le timing. Mais je vous dis qu'on a aussi écrit un livre là-dessus. Donc si vous voulez aller lire, vous avez la référence qui est là. Ok? Ça va pour vous, toujours? On finit avec la stabilisation? Oui? La stabilisation, sur quoi est-ce qu'on va revenir? Sur cette logique de réussite. Depuis tantôt, je vous parle de réussite, j'ai dans certains moments parlé d'adaptation, mais qu'est-ce qu'on met derrière cette notion de réussite? Et c'est intéressant que je conclue là-dessus, parce que c'est sur quoi on a commencé avec l'autre présentation. Qu'est-ce qu'on met derrière ce principe? C'est important. D'après le modèle, on ne parle pas de réussite, on parle d'une stabilisation sur différents aspects. Donc une stabilisation qui se rapproche un petit peu de la logique de thriving. D'avoir un étudiant qui est stabilisé, ce sera un étudiant qui est plus compétent qu'avant la transition, qui est confiant, engagé et performant dans son nouveau contexte, mais pas simplement par rapport au cours, dans son contexte, dans son ensemble, et qui est assuré de ses choix et prêt pour de nouvelles transitions. Quelqu'un qui est stabilisé, c'est quelqu'un qui est prêt qui est en train de se préparer pour une nouvelle transition, une transition vers de futures études ou vers le monde professionnel. Ça permet d'avoir une définition multiple de cette notion de réussite qui ne se limite pas à la notion de valider l'année ou de persévérer, mais qui va plus loin et y apporte d'autres éléments. D'accord? Cette logique d'acquisition de connaissances, de compétences, d'épanouissement personnel et de adaptation, d'épanouissement dans un nouvel environnement. Le fait est que quand on parle de réussite, par contre, d'un point de vue plutôt commun ou d'un point de vue plutôt politique, on parle souvent d'une réussite avec une définition assez limitée. Je vous l'ai proposé ici, qui est simplement la satisfaction aux différents critères de réussite. Donc le fait de pouvoir passer à une année suivante, le fait de pouvoir globalement obtenir un diplôme. Et ça, c'est une vision qui peut être vraiment limitée et critiquable sur plein d'aspects, enfin sur beaucoup d'aspects, parce que ça occulte complètement l'aspect qualitatif de la réussite étudiante. Et donc, c'est pour ça que je suis très content d'avoir eu la présentation avant, parce que l'aspect qualitatif de la réussite étudiante, c'est ce qu'on a vu dans le thriving, justement. D'accord? Cette logique de développement de compétences, d'épanouissement personnel, vocationnel, et c'est mieux développé dans la présentation qu'avant. Donc, je vous laisse vous rappeler et vous remémorer ce qu'on a vu juste avant. D'accord? Et l'autre élément que ça occulte, en fait, ça positionne la logique de réussite par rapport à l'horaire et à notre objectif en termes de réussite. On voudrait que l'étudiant puisse valider en fin d'année et puisse passer à l'année suivante. On voudrait qu'il ait un diplôme après un tel nombre d'années. Ça, c'est notre objectif institutionnel de réussite. Mais ça oublie et ça occulte la logique de réussite subjective. L'étudiant, par rapport à son parcours, quels sont ses objectifs de réussite? Qu'est-ce qu'il considère comme étant de la réussite? Et quels sont ces différentes étapes pour réussir ou ces différents composants de réussite. D'accord? Et c'est particulièrement vrai dans le système ouvert où les étudiants arrivent, se réorientent,
oui, et échouent, puis réussissent, enfin bref. L'idée, c'est que même derrière un échec d'un point de vue institutionnel, il y a beaucoup des étudiants qu'on a été interrogés qui nous disent cette année-ci, c'est pas du tout une année où j'ai échoué, c'est une année où je considère avoir réussi, parce que par rapport à mes objectifs, j'ai fait mieux que ce que j'imaginais. Parce que mon premier objectif n'était pas de valider toute mon année. Mais bon, ça c'est peut-être très particulier du contexte belge, mais vous voyez l'idée, vous pouvez vous pouvez vous en emparer dans votre contexte que je connais beaucoup moins. Ok ? Quel est le problème d'une réussite qui serait limitée, où on se concentrait uniquement sur cette logique de passer à une année suivante, obtenir un diplôme? Mais c'est que potentiellement, les différents aspects d'une réussite plus multifactorielle, ils sont interconnectés. D'accord ? Il y a cette logique de réussite en termes d'acquisition de compétences, cette logique de réussite en termes d'un grand nombre d'étudiants qui vont passer aux années suivantes, et de réussite en termes d'accès à une grande diversité d'étudiants qui rentrent dans le système. Mais ce que nous disait Elfers, c'est que ces éléments, ils sont en tension, et que donc focaliser toute notre attention sur un élément de la réussite de manière isolée, risque d'avoir des problèmes sur les autres aspects. Si on focalise tout sur le fait d'apprendre en profondeur, quelle place on laisse à l'épanouissement du jeune? Si on focalise tout sur l'épanouissement, quelle place on laisse à la réussite ou à la maîtrise des contenus? Donc c'est plus compliqué que ça. Et donc ça peut même être dangereux d'avoir une vision trop simplifiée sur un aspect. Et donc un des éléments que je peux vous faire ressortir ici, c'est de se dire, mais personnellement, qu'est-ce que vous mettez derrière la notion de réussite? Quel est votre objectif principal et comment vous arrivez à le concilier avec les autres aspects qui sont liés à cette réussite? D'accord? J'ai pas de réponse. C'est juste essayer d'y réfléchir, essayer de se positionner par rapport à ça et de le voir de manière multifactorielle. Il me reste combien de temps? Peu? C'est ce que je me disais, parce que je commence à beaucoup parler, donc je me dis peu. Mais donc, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais si on a sur une vision, donc vous irez voir dans les slides, mais on a proposé 7 différentes visées d'accompagnement, donc 7 façons d'accompagner le jeune, d'accord, et 3 qui auraient un aspect beaucoup plus direct sur cette notion de réussite, je dirais en termes de réussite administrative, de validation, d'acquisition des compétences, et 4 éléments complémentaires qu'on retrouve aussi dans d'autres façons de travailler avec le jeune, qui permettraient d'avoir une vision plus complète. Et donc, on a développé une grille ici, que vous pourrez voir, qui vous permet d'aller voir un petit peu et de classifier vos différents dispositifs, et vous dire, finalement, est-ce que tout ce que je mets en place, c'est sur une visée de la réussite, ou est-ce que j'arrive à plus ou moins couvrir les différents éléments? D'accord? Encore une fois, vous pouvez aller lire le texte qui va avec, vous aurez tous les détails. Oui. Je préfère vous donner plus et vous laisser lire après que vous en donnez moins. On va passer sur les points de vigilance. Vous les gardez, vous verrez ces points de vigilance. L'idée, c'est que faites quand même attention à l'évaluation de ce que vous faites. En Belgique, on a mis beaucoup de choses en place qu'on n'a pas assez évaluées et on s'est retrouvé avec des dispositifs qui finissaient par avoir, sous une bonne intention, des effets très négatifs sur la réussite générale de l'étudiant. Si vous voulez, vous me posez la question, puis je vous explique ça plus par la suite. Mais donc, on a mis en place un projet de 3 ans qui s'appelle Assess for Success, qui a vraiment évalué une septantaine, ça c'est belge. Vous dites ça comment? Une 70aine? Oui, environ 70, oui, c'est environ 70 pratiques d'accompagnement à la réussite pour voir ce qui fonctionnait moins bien. Et donc, on a un grand rapport là-dessus que vous pouvez aller voir avec la façon dont on fait pour évaluer les dispositifs. Mais terminons par une conclusion avec 5 points, vu qu'on n'a plus de temps. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir comme take-home message? Je vous en laisse 5. Le premier, c'est de se dire, la préparation ne doit pas être laissée de côté. C'est important et c'est multifactoriel. Donc, on ne peut pas tout mettre sur la préparation disciplinaire. Il y a cette notion de travail vocationnel et de réflexion sur le choix d'études, mais il y a aussi toute cette question motivationnelle. Deuxième chose, les premières semaines peuvent être vues comme un moyen de cristalliser certains éléments et donc de stabiliser les choses. Donc c'est important de mettre un maximum d'énergie à ce moment-là pour pouvoir initier des cercles vertueux et éviter des cercles vicieux. Néanmoins, ça ne s'arrête pas là. Pendant le reste de l'année, il faut pouvoir continuer à suivre l'étudiant pour l'aider à maintenir le cap ou alors essayer de lui permettre d'inverser une tendance qui aurait été mauvaise dès le départ. D'accord? Comment faire ça? En fonction de la spécificité du programme et potentiellement aussi directement au sein des cours.
Et ça arrive à mon 4e take-home message, qui est que, en fait, le contexte et les pratiques enseignantes ont un rôle important à jouer là derrière. Et on distingue trop souvent cette logique de favoriser la réussite et de favoriser toute la question éducationnelle et d'apprentissage. Potentiellement, ces deux éléments-là sont deux perspectives qu'on pourrait combiner, d'accord, pour aller vers ce qu'on pourrait appeler un écosystème d'accompagnement de l'étudiant, qui ne verrait pas ça comme deux choses séparées, mais deux choses complémentaires qui seraient discutées en équipe pédagogique plus large. D'accord ? Et finalement, n'oublions pas cette logique d'une vision qui devrait être beaucoup plus explicitée des objectifs de réussite, qu'est-ce qu'on met derrière la notion de réussite, et d'éviter une vision trop unicentrée qui irait vers un aspect de la réussite et qui permettrait qui éviterait les autres éléments et qui pourrait poser des soucis à ce niveau-là, et d'essayer d'avoir une approche plus globale de cette logique de réussite, mais ça a été beaucoup mieux expliqué juste avant. Ça termine ma présentation. Peut-être un dernier point pour vous, c'est que si jamais vous voulez encore développer cette question, on vient de sortir un livre il y a 2 semaines qui reprend tout ça en long et en large et en travers, avec le modèle, avec toutes les études, et qui va beaucoup plus loin, qui se positionne aussi sur les questions des publics spécifiques et ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien également. Et si vous voulez me contacter, mon adresse mail est là. Merci beaucoup. On peut y aller avec la salle. S'il y a quelqu'un dans la salle qui a une question, qui veut se lancer. Sinon, pendant que les personnes vont vers le micro, on a une question en ligne qui dit « Quelles sont les mesures qui ont été mises en place avec de bonnes intentions, mais qui ont finalement pu avoir un effet très négatif sur la réussite? » Oui, c'est une des... Oui, d'accord, je l'ai donnée, celle-là. Mais c'est une expérience qu'on a eue en faculté de biologie, d'accord, faculté de sciences, programme de biologie, où l'entièreté des enseignants se sont rendus compte que les étudiants n'arrivaient pas à relier suffisamment les cours très généraux avec l'utilité que ça pourrait avoir sur le terrain. Donc l'idée qui a été mise en place, c'était de surtout pas toucher aux cours généraux, parce que la responsabilité ne vient pas de l'enseignant, mais la responsabilité doit être gérée par quelqu'un d'autre. C'est très belge comme façon de faire la chose, on va se dédouaner, mais il faut trouver une solution quand même. Et de rajouter au programme, en plus de tous les cours généraux, d'accord, un module qui va permettre à l'étudiant d'aller sur le terrain, d'aller faire des stages, d'aller se confronter, d'aller voir des professionnels, de comprendre la réalité du terrain. D'accord ? Ce qui est important à savoir, c'est que le programme de biologie, c'est un des programmes qui a le plus de charges horaires, parce que normalement, objectivement, la charge horaire est la même pour tous les cours, c'est logique, enfin pour tous les programmes, mais subjectivement, ils ont énormément de travail qui leur est demandé et les enseignants dépassent allègrement ce qu'on peut considérer comme étant un ECTS. Donc, ils ont rajouté ça au programme. Et ce que ça a eu comme conséquence, mais en fait, ils s'en sont pas rendus compte du tout, il a fallu s'en rendre compte quand on a fait une évaluation, c'est que les étudiants du programme avaient ce petit élément qui se rajoutait qui ne valait rien du tout pour leur réussite en tant que telle, et s'y surinvestissaient un maximum. Ils utilisaient tout leur temps et toute leur énergie pour dire « Oui, j'ai été voir un professionnel, c'était super intéressant, j'ai pris mes 3 dernières semaines pour faire un rapport extrêmement détaillé, etc. » Puis on leur disait « Oui, mais alors par rapport aux cours de physique et aux cours de chimie, ah non, ça j'ai dû laisser de côté complètement, de toute manière c'est tellement abstrait. » Et en fait, donc, ils n'avaient pas du tout réglé le problème des cours abstraits en externalisant la solution, mais ils avaient rajouté un problème de contraste où ils mettaient quelque chose d'extrêmement concret, où les étudiants réussissaient excellemment bien ça. Ils avaient des points excellents sur cet élément qui était l'élément très découverte du monde de la biologie. Et ils ont eu des points bien moins bons dans tous les autres cours, parce qu'en fait, ils les délaissaient au profit du dispositif qui était censé renforcer leur réussite et leur motivation. Un exemple. Mais sur une bonne intention. Mais sans évaluation, ça leur a pris 4 ans avant de s'en rendre compte. Donc ils ont laissé ça pendant 4 ans, puis on a évalué, en effet, on a une mauvaise nouvelle pour vous. Ça a été difficile, difficile à leur faire passer, c'est un peu compliqué, mais oui, bref. Bref, ils ont changé, hein. Donc ils ont réformé tout ça, ils l'ont intégré dans les cours, et maintenant ça fonctionne beaucoup mieux. Mais grâce à l'évaluation. Mais voilà.
Peut-être qu'il y avait une question en salle. Oui, donc quelqu'un s'approche du micro. Merci beaucoup. C'est deux conférences très, très complémentaires. J'apprécie Merci. vraiment. C'est une masse d'informations. J'ai arrêté de prendre des photos. Merci pour l'envoi Oui, de la c'est ce que je disais. présentation. Oui. En fait, j'ai une question concernant les attentes. Oui. Parce que il y a cette idée que les personnes étudiantes doivent avoir des attentes relativement réalistes, réfléchir, en fin de compte, on doit, dans la phase de la préparation, on doit traiter des attentes. C'est quelque chose qu'on ne fait pas. On travaille sur un autre projet là, où, en fin de compte, on est allé interroger plusieurs personnes enseignantes, mais d'autres membres des communautés universitaires, à savoir, on s'attend à quoi des personnes étudiantes lorsqu'elles arrivent à l'université. Oui. Et on se rend compte qu'il n'y a jamais personne qui leur a dit aux personnes étudiantes, puis que même Exactement. quand on demande aux personnes enseignantes, ils ont de la difficulté à nommer leurs attentes. C'est sûr. Alors, je pose la question à savoir comment est-ce qu'on s'assure d'intégrer l'explicitation des attentes dès la phase de la préparation, mais également dans la rencontre, parce que il me semble qu'on a des attentes et c'est impossible pour les personnes étudiantes de rencontrer ces attentes-là parce qu'ils ne savent même pas qu'on les a. Oui. Puis nous-mêmes, des fois, on ne sait même pas qu'on C'est le problème des attentes implicites. Et des attentes et le problème que vous évoquez ici, c'est un problème qu'on a dans notre système aussi. C'est qu'il y a des attentes implicites envers les étudiants, mais qui sont même implicites chez les enseignants. Quand on leur demande quelles sont vos attentes, ils vont donner des attentes explicites qui ne correspondent pas du tout avec finalement ce qu'ils veulent de l'étudiant. Je dirais que une des solutions que nous on a apportées au niveau du système belge, mais c'est parce que en travaillant sur, je vous ai pas expliqué ce que c'était la RES, mais c'est globalement un système de pilotage des différentes universités et institutions d'enseignement supérieur. La logique structurelle qu'on a proposée, c'est de construire un ensemble d'outils pour que l'étudiant puisse se positionner sur des attentes très larges en termes de niveau de compétence à la maîtrise du français, niveau de compétence à la maîtrise mathématique de certains programmes et ce genre de choses. Comme ça, ils ont une attente globalement standardisée qui a été composée avec certains des enseignants. D'accord ? Mais ça reste quelque chose de très structurel. Pour travailler sur les attentes implicites et diminuer les attentes implicites, il y a un travail à faire directement de communication avec les enseignants. Et c'est quelque chose qui a été fait au niveau de notre université en imposant à tous les enseignants de pouvoir fournir une idée claire de leurs acquis d'apprentissage dès le début, donc de leurs attentes explicites, et à quel point est-ce que c'était traité dans leurs cours et à quel point c'était traité dans leur évaluation, pour voir qu'il y ait pas d'éléments qui sortent de cette cohérence entre ce qui est attendu au départ, ce qui est dans le cours et ce qui est dans l'évaluation. C'est une façon de fonctionner, mais c'est pas une façon parfaite de fonctionner, parce qu'il faudrait encore que ce soit vrai. Et qu'il n'y ait pas une approximation énorme derrière ces différents éléments. Et donc ce serait un contrôle quasiment de chacun des cours au niveau des disciplines. C'est compliqué. Ce qu'on a tendance à faire, et on travaille sur un numéro spécial ici avec des personnes en France et des personnes en Suisse et au Québec aussi en fait, c'est de réfléchir sur une logique plus claire d'avancer, travailler une étape avant et déjà d'essayer de réintégrer le corps enseignant et les différents enseignants dans cette considération et dans cette responsabilisation par rapport à cette notion d'accompagnement de la réussite et pas juste de donner leur cours pour faire maîtriser des compétences, mais aussi de donner un cours pour permettre à l'étudiant de pouvoir faire cette transition de manière efficace et de manière stabilisée. Mais on est au tout début, et c'est un des vrais problèmes qu'on a en Belgique, en fait, c'est que on a des personnes, je ne sais pas comment ça fonctionne directement au Québec, mais chez nous, on a des personnes qui sont en charge de l'accompagnement à la réussite des étudiants, et puis il y a les enseignants. Et les personnes qui sont en charge de l'accompagnement à la réussite, déjà, eux ne sont pas tout à fait au clair sur quel est ce qu'ils mettent des réussites et donc tout le travail ici de qu'est-ce qu'ils font vraiment et est-ce que tout ça est bien évalué, est-ce que tout ça est cohérent. Donc ça, c'est un premier problème. Mais l'autre problème, c'est que
ils sont pas du tout en accord avec les objectifs des enseignants, qui pour chez nous, ça dépend des contextes, mais pour certains contextes, un enseignant qui considère qu'il a un grand nombre d'échecs, c'est un enseignant qui considère qu'il a un cours qui est assez sérieux, est fort, est important, et que s'il faisait réussir tout le monde, ce serait un vrai problème. Mais donc, l'objectif de l'enseignant et les objectifs des des accompagnateurs à la réussite et accompagnatrices et les objectifs des étudiants sont en totale discordance. Et donc il y a un vrai travail d'explicitation de ce qu'on veut de manière plus institutionnelle. Et c'est pour ça que je ne suis pas revenu... non, c'est pas pour ça que je suis pas revenu. J'aurais pu revenir sur un élément qui est mis en place dans la réforme qu'on fait d'un point de vue la réforme politique du décret qui régit entre guillemets l'enseignement supérieur en Belgique, qui a été réformé parce qu'on a trop de problèmes, qui impose à chaque université de fournir ce qu'on appelle un plan stratégique de réussite, ce qui est un plan qui va expliquer comment elle attaque la question de la réussite, avec les différentes visées que vous avez vues, avec les différentes notions de réussite. Donc, comment est-ce qu'ils se positionnent sur ces différentes notions, comment est-ce qu'ils vont mettre en place des éléments dans les différentes facultés, et surtout, comment est-ce qu'ils vont faire pour intégrer cette question avec la question des enseignements. Et donc, comment est-ce qu'ils vont faire pour travailler ce travail entre enseignants et réussite. Ça ne va rien régler directement, mais à minima, ça montre que d'un point de vue décrétal, ils sont obligés de faire communiquer enseignants et accompagnateurs de la réussite vers un objectif qu'ils auront écrit sur papier et rendu au ministère. Donc ils seront un peu obligés d'y travailler. Et c'est un plan stratégique sur 3 ans, et tous les ans, ils doivent rendre les actions qui ont été mises en place concrètement pour atteindre ce plan stratégique. Et après 3 ans, ils doivent faire un bilan et de voir comment ils peuvent réviser ça. Et chaque fois, ils ont une évaluation qui permet de leur dire ça a l'air pas du tout cohérent ce que vous faites, ou c'est très bien, ou vous allez mais en tout cas, ça les oblige à travailler là-dessus. Mais d'un point de vue plus politique. Donc c'est pas une action qu'on peut faire dans le terrain, c'est une action qu'on peut faire plus généralement. Mais au niveau du terrain, je pense que c'est s'emparer de ce genre d'action pour essayer d'ouvrir des brèches. Mais c'est très compliqué, hein, c'est un travail de fourmi, parce que c'est vraiment... Il y a tellement de problèmes différents, ne serait-ce qu'avec la communication et l'adhésion entre les différentes attentes, qu'on a beaucoup de choses à faire là-dessus. Et donc moi, je travaillerai là-dessus d'abord, un renforcement d'abord de la communication, et mettre en place d'un point de vue institutionnel des choses qui incitent, voire obligent les enseignants à vraiment expliciter au maximum sur le papier, quoi. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Sinon, en ligne, on a une question également. Oui. Bon, premièrement, on vous remercie pour la présentation qui fait état un peu des phases critiques là, pour les étudiantes et les étudiants. Puis, on souhaite traiter davantage la théorie des transitions, là, que c'est vraiment une étape en 2 étapes continues. Puis, on se dit, oui, on parle de la transition là, en enseignement supérieur, mais est-ce que le travail ne devrait pas, à votre avis, commencer beaucoup plus tôt, que ce soit dès le secondaire ou Oui. le lycée? Et voilà, donc on vous demande votre avis là-dessus. Rapidement, je dirais oui. En fait, c'est aussi un des soucis, c'est que dans l'enseignement supérieur, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais en fait c'est trop tard. Quand on est en enseignement supérieur, il y a déjà trop de problèmes en amont, donc on vient juste pour combler certains éléments. Dans notre système qui est très ouvert, c'est des fois vrai parce qu'on a énormément de diversité en termes de maîtrise des acquis à la sortie de l'enseignement secondaire, et on a également énormément de diversité dans les formations et les options qui ont été suivies dans le secondaire, donc on a un public extrêmement hétérogène sur ce qu'ils arrivent à faire. Donc effectivement, travailler en amont et donc au niveau du secondaire semble important, ce qui me semble... Mais je pense pas que ça supprime tout l'aspect important, tous les éléments importants qu'on peut développer directement dans l'enseignement supérieur. Comme on a vu, la préparation pourrait jouer pour 20-30%, on a quasiment le même niveau pendant la première année. Et ça, c'est du point de vue de l'étudiant. Mais si on prend le point de vue du contexte des pratiques enseignantes, on voit qu'on a un pouvoir d'action qui est important et qui est présent. Donc je pense qu'ici, il y a une responsabilité partagée, mais il y a un vrai pouvoir d'action tant chez l'étudiant que de l'institution et des acteurs et actrices de l'institution au niveau de l'enseignement supérieur. Et un des éléments qui me semble intéressant, mais c'est encore cette question de renforcer la communication, mais c'est que, en tout cas dans le contexte belge,
les enseignants du secondaire ont une vision encore assez fantasmée de ce que c'est l'université et l'enseignement supérieur, et les enseignants du supérieur ont une vision assez fantasmée de ce qui se passe dans l'enseignement secondaire et avec quoi est-ce que les étudiants ressortent de l'enseignement secondaire. Donc, une meilleure communication, un meilleur échange devrait être important pour avancer sur des processus d'accompagnement à la réussite qui permettrait de travailler sur cette phase de préparation, mais avec des acteurs et des actrices des deux contextes. C'est quelque chose qu'on essaie de faire, encore une fois, avec l'outil qu'on est en train de mettre en place, où on a cet outil qui a été conçu en collaboration avec les enseignants secondaires et les enseignants du supérieur, avec un ensemble de dimensions, et qui rentre en action à partir de la 4e secondaire. Donc chez nous, c'est 4e secondaire, 5e secondaire, 6e secondaire, passage à l'enseignement supérieur directement. Et donc, ça veut dire que dès la 4e secondaire, ces 3 questions essentielles de préparation sont déjà prévues, programmées et ont déjà été pensées avec le système. Donc maintenant, évidemment, il faudra voir comment ça va être accueilli, comment est-ce qu'on va le mettre en place dans les études, enfin dans les écoles secondaires, comment est-ce qu'on va travailler sur le travail avec les enseignants, sur les feedbacks par rapport à cet outil. Mais ça permet d'avoir une porte d'entrée et de faire, entre guillemets, un pont entre ces deux systèmes éducatifs, quoi. Enfin, niveau d'éducation. Puis une question un peu sous-jacente, on demande, et à votre avis, quelle serait la place que pourraient prendre, par exemple, les conseillers, conseillères d'orientation? Parce qu'on parlait tout à l'heure plus de conseillers, conseillères pédagogiques ou conseillers, conseillères à la réussite, mais qu'en est-il du conseil d'orientation? Je considère que la notion d'orientation, pour moi, fait part intégrante du processus de réussite, voire même de la réussite en tant que telle. À savoir que quand on regarde un petit peu ce que fait un conseiller en orientation, il va se positionner sur la question des intérêts, enfin en tout cas en Belgique, il va se positionner sur la question des intérêts professionnels du jeune et le lien avec les études qu'il pourrait faire, mais il se positionne également sur le parcours du jeune et sa cohérence par rapport entre son parcours de l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Ce qui fait que finalement, il fait un travail d'amorce de ce qui pourra être fait dans l'enseignement supérieur. Donc je pense que les conseillers en orientation font de l'accompagnement à la réussite, font juste de l'accompagnement à la réussite dans la phase de préparation, sous un aspect spécifique de cette réussite. Mais donc, je pense que c'est des acteurs et des actrices de la réussite qui sont tout aussi valorisables que... Je ne sais pas comment vous les appelez, les conseillers à la réussite au niveau du supérieur. Conseillers pédagogiques. Oui. Donc les conseillers pédagogiques. Et il y a des conseillers, conseillères à la réussite qui commencent aussi à apparaître un peu dans certains établissements. Oui, c'est ça. Mais nous, on appelle ça essentiellement des conseillers pédagogiques également. En France, c'est des ingénieurs pédagogiques. Mais oui. Oui, ok. Mais donc, je le considère comme un des acteurs de ce maillon. Donc, si jamais on doit travailler de ça de manière plus systémique, il faudra pouvoir intégrer cette notion d'orientation dans la logique de réussite. Et je pense que c'est peut-être un des soucis, c'est qu'on a trop tendance à sectionner les problématiques. Il y a la problématique de l'apprentissage, il y a la problématique de la réussite, il y a la problématique de l'orientation. Mais en fait, une bonne orientation se fait aussi avec un bon apprentissage et une bonne réussite. Les 3 éléments sont interreliés. Et comme on disait, se focaliser uniquement sur un risque de poser des problèmes aux autres, donc autant avoir une vision concertée. Ouais. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Bonjour, donc Julie Gagné, je suis la directrice de l'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur. C'est moi qui va terminer la séance cet après-midi. Donc, je veux commencer par remercier évidemment nos 2 panélistes, donc Madame Schreiner, Monsieur Declercq, merci beaucoup pour votre présence. Thank you very much for being here and pour partager évidemment vos savoirs puis vos recherches sur la question. Je pense qu'on a été choyés en contenu, alimenté en réflexion cet après-midi. Donc, merci beaucoup pour votre présence. J'en profite aussi donc pour remercier notre partenaire dans cette belle activité cet après-midi, dans le projet réussi, en particulier Marjolaine, de nous avoir tendu la main pour faire cette belle collaboration-là. Je pense que ça a permis de tirer profit justement des connaissances de nos 2 panélistes puis d'élargir à plusieurs personnes. On était plus de 150, autour de 180 en ligne cet après-midi. Donc, je salue aussi les gens qui étaient à distance. Et puis, je vous remercie à vous tous
tous de vous être déplacés dans la salle pour être venus entendre nos panélistes cet après-midi pour toutes vos questions très pertinentes. J'en profite aussi pour vous informer que si ce n'est déjà fait, dans les prochaines minutes, vous devriez recevoir un questionnaire d'évaluation dans votre boîte courriel. Donc, on vous invite, si c'est possible, à le remplir. Ça va assez rapidement, mais nous, ça nous permet de jauger un petit peu ce qui s'est bien passé puis ce qu'on peut toujours améliorer. Donc, on est toujours preneur de commentaires constructifs. Donc, merci beaucoup de prendre quelques minutes pour ça. Je vous rappelle effectivement que le webinaire ou la présentation, les activités cet après-midi ont été enregistrées. Donc, il y aura un petit montage évidemment à faire, mais ce sera disponible sur le site de l'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur au cours des prochaines semaines. Toutes les personnes qui se sont inscrites à l'activité, que ce soit en présentiel ou en ligne, vont recevoir l'information au moment où ce sera mis en ligne. Donc, patienter un petit peu, ça prend toujours un petit peu de temps là, pour qu'on réussisse à faire le montage, mais ce sera en ligne prochainement et vous y aurez accès. Vous aurez aussi accès aux présentations, donc aux présentations PowerPoint qui seront sur la même page aussi, donc avec l'ensemble des références qui ont été données pendant les présentations. Donc, vous aurez accès à tout ce matériel-là dans les prochaines semaines, sans l'ombre d'un doute. Et puis, donc, finalement, je vous laisse en vous suggérant de rester à l'affût de nos activités et puis de nos prochains dossiers. Donc, pour ce qui est du projet réussi, ce sera avec le modèle d'ici 2025, mais beaucoup de travail en amont dans les prochaines semaines et les prochains mois. Pour ce qui est de l'Observatoire, on a un nouveau dossier thématique qui va sortir cet automne. Ce sera sur l'accessibilité financière aux études supérieures et le lien entre l'accessibilité financière ou les éléments d'accessibilité financière et la réussite. Donc, restez à l'affût, ce sera sur notre site au cours des prochaines semaines aussi. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne rentrée, parce qu'on est tous en mode rentrée présentement, donc, et puis à une prochaine activité. Merci beaucoup.